Stéphane Guébaud, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Alors, ce chez toi aujourd'hui, c'est un peu spécial, hein. C'est plus à Nice comme d'habitude. On est en Autriche, à Vienne. J'ai fait le déplacement pour te voir. Tu es ici seulement depuis quelques semaines. Et puis, il y a quelques mois, tu étais à Kiev. On va revenir là-dessus sur pourquoi tu étais à Kiev, sur les conditions de ton départ. Et pour y venir, je te pose la question habituelle. Que fais-tu dans la vie? Je suis professeur des écoles. Et alors, comment ça se fait que tu étais à Kiev dans ce cas-là? Dans une école française, école française de Kiev. Il y a des professeurs français qui enseignent comme ça dans une école française à Kiev. C'est ça. Comme beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de capitales, c'est un grand réseau. Ouais. Et toi-même, tu as enseigné dans plusieurs établissements de ce réseau. Oui. Au Maroc, à Tanger, c'est la première expatriation. Et puis en Italie, à Rome, et puis à Kiev, et actuellement en Autriche. Enseignant à l'étranger, c'est un choix de carrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à enseigner à l'étranger plutôt que dans un poste normal en France? Enseigner à l'étranger, c'est enseigner. Ouais. Donc c'est déjà faire ce métier qui me plaît. Et qu'on le fasse à l'étranger ou qu'on le fasse en France, ce métier a beaucoup de similitudes. Oui. Et donc vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me plaisait depuis longtemps et qui me plaît encore beaucoup. Tu dis que c'est pas sur le plan professionnel que ça t'apporte tant, c'est sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, c'est autre chose et c'est un autre aspect qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais là, c'est vrai que peut-être que la première démarche, vu qu'on sait pas à quoi s'attendre après au niveau professionnel, on le découvre. La première démarche, elle est plus personnelle. Dans une envie de vivre dans un quotidien renouvelé et puis avec tout ce que la curiosité nous apporte, enfin toutes les découvertes du quotidien, voilà. Et avec ce réseau d'établissements français à l'étranger, ce métier d'éducation offre cette possibilité. Donc tu as saisi cette opportunité et tu as donc enseigné 1 an à Tanger, c'est ça? Ouais. Plusieurs années à Rome? Oui. Combien? 7 ans. Plusieurs années à Kiev? Oui. Et combien de temps t'es resté à Kiev? 5 ans. Et est-ce que tu voulais rester plus longtemps? Oui. Donc je sais pas à quel moment tu publieras cette interview. Espérons que la guerre soit terminée et voir qu'on en soit au bilan et que certaines personnes pourraient même l'avoir oublié. Si c'est le cas, tant mieux. Si ça ne l'est pas, il y a un rappel des faits. La guerre a projeté pas mal de personnes dans l'inconnu ou dans un grand changement de vie. Alors en effet, on peut parler de ce qui s'est passé et des événements qui t'ont poussé à quitter cette ville dans laquelle tu comptais initialement rester encore quelques temps. En 2014, une révolution populaire ukrainienne pro-européenne a destitué un président pro-russe. En réaction, des troupes russes ont envahi déjà à l'époque des régions ukrainiennes de l'est de l'Ukraine et également la Crimée. Donc la Crimée depuis a été annexée, ces régions de l'est ukrainien sont administrées par des rebelles pro-russes avec un appui non revendiqué justement de l'armée russe. Ça s'était stabilisé dans cette situation jusqu'à la fin de l'année 2021. Un moment où la Russie a concentré d'importantes troupes à sa frontière avec l'Ukraine, ainsi qu'en Biélorussie, en mer Noire, ce qui constituait une menace pour l'intégrité du territoire ukrainien, et cette menace a été repérée par les États-Unis. La tension est montée petit à petit. Le 24 février 2022, des colonnes de blindés arrivent sur le territoire ukrainien et parallèlement des bombardements touchent plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, les abords de Kiev. Et donc la guerre commence. Alors au moment de ces bombardements, tu n'étais déjà plus en Ukraine. Depuis quelques jours. Depuis seulement quelques jours. Seulement quelques jours. Je sais que les Français, les expatriés français sont les derniers à être partis parmi les Occidentaux. Ouais. Comment tu as vécu cette période de montée des tensions alors même que tu étais là-bas sur place?
C'est une période qui était difficile à vivre, sûrement rien à comparer de ce qui s'est produit après. Si on s'était arrêté là et que cette période de tension n'aurait pas mené à une guerre, elle était déjà éprouvante pour pas mal de collègues ou pas mal de gens qu'on peut rencontrer, pour les Ukrainiens aussi. Et bon, justement parce qu'il y avait probablement une crainte chez certains d'une guerre imminente et des conséquences que ça aurait vu l'ennemi, vu la taille de l'ennemi, la détermination de l'ennemi. Et en même temps, bizarrement, beaucoup de personnes, étrangers ou ukrainiens, ne pensaient pas à la possibilité de cette guerre. Une certaine incrédulité, en fait, devant le... Ouais, c'était pas possible pour certains, vraiment pas possible. Et on peut l'entendre, on peut le comprendre. Donc du coup, l'ambiance, c'était un peu entre ces deux-là. Soit on pouvait passer des soirées avec des personnes qui refusaient même d'en parler, ou d'autres qui discrètement montraient leur peur. La peur chez certains commence à arriver et elle est vraiment justifiée. Oui, les événements ont montré que cette peur était justifiée, évidemment. Ouais. Est-ce que d'une certaine façon, ils se préparaient à l'attaque? Qui, alors, tu penses? Les Ukrainiens. Les Ukrainiens, la population ou... Oui, dans un sens, parce que on avait énormément l'organisation des abris était en place plusieurs semaines avant le début de la guerre. Donc vous savez où on devrait se réfugier. La population civile a eu des formations pour des premiers secours, pour en cas de guerre, de spécialisés. Voilà. Et les services publics ont mis en place une aide, une organisation pour la population. Donc ça devait. On voyait qu'ils rigolaient pas avec ça. Pour les écoles aussi. Bon, ça participait voilà, les sacs aussi de survie étaient prêts. On avait de plus en plus, on était assez nombreux, je pense, à avoir un sac pour partir assez vite. Donc toi-même, tu participais à cette préparation en tant qu'habitant du pays. Je m'informais. Je faisais pas partie de la préparation. Certaines personnes ont pu effectivement participer à des stages ou tout ça. Non, moi j'ai juste pris connaissance des lieux de refuge en cas d'attaque. Oui, c'est déjà une forme de préparation, parce qu'il faut dire que tu as 2 enfants, donc se réfugier, imaginer d'aller se réfugier sous les bombes avec 2 enfants, c'est quand même quelque chose qui doit être psychologiquement difficile. Il faut je pense que j'ai pas eu à le faire, mais je me disais il faut être prêt, il faut que je le sache, bien sûr, avant que ça se produise, parce que quand je pense que le niveau de stress lorsque les sirènes sonnent, monte, et on n'est pas à même à prendre de bonnes décisions, et encore moins à prendre de l'information. Et surtout si on n'est pas non plus certain qu'Internet, à ce moment-là, existe encore ou fonctionne encore. Donc se préparer, c'est prendre toutes les informations, connaître les réflexes d'avance pour agir rationnellement. Alors il s'avère que tu n'as pas eu besoin, toi, de réagir aux sirènes d'alarme qui ont retenti, puisque tu n'étais déjà plus là. Néanmoins, tu es quand même resté, tu l'as dit, jusqu'à quelques jours avant le début de la guerre. Qu'est-ce qui finalement fait que tu prends la décision de partir? Dans les médias, ça faisait bien moi que beaucoup de personnes, surtout les Américains et les Anglais particulièrement, annonçaient l'arrivée de la guerre. Ça, ils étaient assez clairs et ils le répétaient très très souvent. Quand on est parti, un certain nombre d'entre nous, d'autres sont restés, on n'était absolument pas certain que la guerre commencerait. On l'espérait tellement pas. Et on pensait partir et après tout revenir très vite. Ça a correspondu à des vacances scolaires. Donc, d'accord. Avec la période de Covid, il y avait eu des temps longs sans pouvoir retourner en France. Ça a correspondu à ça, un retour en France pour les vacances. Donc la décision finale de partir, c'est le début des vacances scolaires finalement. C'est ça. On profite de ça. On peut pas vraiment. Non, en fait, on devait partir. C'était clair. Pour les enfants, il fallait. Tous ceux qui avaient des enfants ne sont pas restés. D'accord. A priori, d'étrangers, je parle, ou ceux qui travaillaient pour l'ONU ou pour la Croix-Rouge, ou
dont la mission était de rester jusqu'au bout, sont restés avec des enfants. Hein. Il y a eu des personnes d'ambassade, mais les derniers des ambassades. Beaucoup de monde, hein, quand même, même étrangers, ont connu cette fuite de Kiev, apparemment, dans des conditions très difficiles. Et toi, dans quelles conditions t'es parti? Je suis parti avec un sentiment très désagréable. Ouais. De fuite, pas de fuite dans le sens d'une course contre la montre, mais d'une fuite, d'un abandon. Je suis parti avec un sac que je voulais remplir le moins possible. Bien sûr, parce que je pensais réellement que je rentrerais. Mais au cas où, on rentre pas. Ça fait quand même partie du scénario qui était probable. Normalement, intelligemment, raisonnablement, on remplit bien son sac et on prend des affaires importantes. Ouais. On laisse aucune, si possible. Voire même, on prend un supplément bagage. Ce jour-là, il compte. Et là, en fait, moi, comme tous les autres, on s'est rendu compte qu'on a... Je sais pas si c'est presque inconsciemment, quoi, ou volontairement, peut-être même, on a quasiment rien pris. On a tout laissé. On n'y arrivait pas, en fait, je pense. Mais je me rappellerai longtemps de ce moment dans la rue, en bas de chez moi, avec mon sac à dos, à attendre un taxi, un Uber qui amène à l'aéroport, et là, voilà, non, je me sentais pas bien de partir. J'aurais voulu rester. On a envie de rester dans ces cas. C'est quand on... Mais Pourquoi tu aurais voulu rester? Je sais pas. Il y avait des amis à toi, ukrainiens, bien sûr. qui eux ne pouvaient pas partir. Les Ukrainiens pouvaient partir à ce moment-là. Mais c'est pas une question de abandonner des personnes, c'est qu'à un moment, en fait, on se dit, on n'abandonne pas là où on vit, mais je sais pas, j'ai jamais vécu ça avant comme expérience. Et je suis pas ressortissant d'Ukraine, je suis pas ukrainien. J'en ai conscience, mais ça fait une différence. Bien sûr. Mais on se sent pas, c'est pas un sentiment agréable de partir, ouais. Alors donc tu dis, t'es parti avec un sac même pas très rempli, tu avais un appartement là-bas. Ah oui. Et et tu as laissé toutes tes autres affaires. T'es parti comme si tu partais en vacances, quoi, et que t'allais revenir. Donc t'as laissé là-bas tout ce qui t'appartenait. Oui. Et t'es parti pour la France. Je crois que t'as même laissé une voiture là-bas. Oui. Et donc on s'est vu d'ailleurs quand t'es venu en France, que t'es arrivé à Nice. Mais j'ai confié les clés à des personnes qui restaient. Les clés de la voiture. Le plein était fait et voilà. Chaque jour, on savait pas si c'était le dernier vol et ça laissait une opportunité à d'autres de partir. Un geste que tu as fait donc pour les gens qui sont partis après toi ou qui sont pas partis finalement. Donc effectivement, on s'est vu quand tu es arrivé à Nice. Et pendant longtemps, en fait, tu ne savais toujours pas si tu allais pouvoir retourner à Kiev ou pas. Donc, tu as gardé cet appartement avec toutes ces affaires dedans pendant longtemps. Ouais. Et puis un jour, tu as décidé de faire un déménagement. Ouais. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La décision, elle a été prise que l'année scolaire, la nouvelle année scolaire, là, celle qui a commencé maintenant, elle se ferait pas à Kiev, elle se ferait ailleurs pour tous ces enseignants de ce lycée, les enseignants français. Oui, la vie à Kiev a repris, mais elle n'a pas repris au même niveau, et il y a beaucoup d'étrangers dont je fais partie qui sont pas revenus. Voilà, professionnellement c'était pas possible, donc et puis c'est sûr qu'en famille revenir était pas évident. On a vu la journée de lundi dernier avec ces 80 missiles tombés. Apparemment c'était une journée infernale. Ouais, au moment où on tourne, il y a une recrudescence là des attaques russes par bombardement. Donc sur plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev. Tu m'as dit d'ailleurs que ta rue avait été touchée, la rue où tu habitais. Finalement, juste à côté. Pas ma rue, mais ouais. Non, le centre-ville a été touché là, ouais. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont été démolis.
Et tu m'as montré également une vidéo, parce que tu faisais du sport là-bas, tu faisais de la boxe, et tu m'as montré une vidéo de cette salle de boxe là maintenant, hier, et il s'avère que l'immeuble dans lequel elle se situe a été bombardé. Détruit. Alors au montage, je vais montrer cette vidéo, et je pense que c'est assez clair que c'est pas une cible militaire. Non. Non, il n'y avait pas de cible militaire. De ce qu'on comprend de dizaines de missiles qui sont tombés dans des endroits où vit la population. Tu as gardé des contacts avec des gens là-bas? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Ils sont très étonnants. Ils ont une force que j'admire. Que j'admire vraiment, et c'est ce qui les fait tenir, et c'est ce qui les fera probablement gagner cette guerre. C'est ce qu'on leur souhaite, et on aimerait être avec eux, on aimerait que nos États soient avec eux le plus possible. Ça, c'est le cas. On aimerait que ça le soit encore plus, parce qu'on a l'impression que une décision européenne avec nos moyens ou américaine pourrait même arrêter la guerre finalement. Donc voilà. Ça fait beaucoup de souffrance, tant que la guerre n'est pas arrêtée, il y a beaucoup de souffrance. Et on sait, tout ça a un prix très 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 élevé. L'aide de nos pays est venue petit à petit. Oui. Et je sais pas si tu te rappelles avec ces histoires-là, par exemple de la protection no-fly zone, où les Ukrainiens demandaient à ce que le ciel soit fermé de l'Ukraine. Et ça n'a pas été organisé alors par les États voisins. Ouais, les États, que ce soit les États-Unis ou les Européens d'ailleurs, ont refusé cette requête au motif que ça les a entrés directement en guerre. C'est ça. Donc ce qu'ils ne voulaient pas, ils se sont contentés de livrer des armes. Voilà. Et donc il y a eu quand même des livraisons d'armes qui sont arrivées petit à petit. Il y a quand même les sanctions économiques qui sont, d'après ce que j'ai compris, assez colossales, bien plus importantes qu'en 2014. Donc il y a une réaction des Européens et des États-Unis à cette attaque injustifiée et cruelle de la Russie. Mais donc toi tu suis évidemment cette actualité avec une opinion de quelqu'un qui a vécu là-bas, donc tu ressens que c'est pas suffisant. Ben, le problème c'est que c'est pas acceptable tous les jours tous les morts alors qu'une guerre pourrait être arrêtée. C'est pas acceptable. Bien sûr que l'Europe et les États-Unis ont énormément aidé, et que c'est bien probablement une des raisons pour laquelle, en plus de leur courage, ils sont aujourd'hui encore existants, quelque part. Mais on entend déjà que maintenant ça serait possible de fermer le ciel de l'Ukraine. Donc il s'est passé 7 mois entre le moment où c'était pas possible et le moment où c'est possible, où c'est beaucoup de morts. Beaucoup de souffrances, des villes ravagées, d'un quotidien qui a vraiment changé. Ouais. Et quelque part, tu m'as proposé de faire cette interview. Moi, c'est pas facile j'étais pas forcément, tu le sais, dernièrement là, mais je me dis que témoigner pour l'Ukraine actuellement, alors que l'hiver arrive, avec des moments difficiles, des choix, et pour l'Europe se présente, tout ça, ça peut être bien voilà, j'aimerais juste témoigner qu'il faut continuer de les aider le plus possible, et que aider, c'est pas des demi-mesures non plus. Des fois, il faut donner encore plus. Pour que chaque jour, il faut qu'on réduise le nombre de jours de guerre. C'est trop meurtrier. Et même du côté russe, les soldats russes, de ce qu'on entend, de ce qu'on peut voir, c'est horrible pour eux. Cette guerre est inhumaine. Au début, quand t'es arrivé
en France et que tu étais en contact avec des collègues en fait ou des gens qui travaillaient avec toi au lycée et d'un coup leurs préoccupations devenaient tout autres, ils commençaient à fabriquer des bombes artisanales, etc. Qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait ces gens? Tu as des nouvelles? Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes, mais je n'ai pas vécu dans leur quotidien. Mais effectivement, la ville de Kiev a été vite menacée, fortement menacée, hein, parce que ils sont venus vraiment avec des colonnes de... On sait tous la menace qui a été, puis les prises de territoire autour de la ville de Kiev. Donc, ils se sont organisés, tout le monde s'est mis en fait dans l'économie de guerre, plus ou moins de ce que j'ai compris. Beaucoup des bars se sont mis à faire des cocktails Molotov, des musiciens qui normalement jouaient dans ces bars des musiques très bêtes, de jazz ou très belles, tout ça, se mettaient à construire à souder des poteaux d'acier pour créer des obstacles aux tanks, ou qui après ils pouvaient même transporter dans des Cadillacs prises à des loueurs ou c'est-à-dire que des gens comme toi et moi qui étaient dans un quotidien que tu côtoyais, qui étaient peut-être enseignants, qui travaillaient à l'école ou qui étaient musiciens ou qui tenaient des bars, etc. Tout le monde s'est mis à sa petite mesure à devenir en fait un combattant ou résistant, on pourrait dire. Ils ont formé certains sont rentrés dans l'armée. C'était le cas de mon professeur de boxe. D'autres ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Après, j'ai pas tous les témoignages du tout et je n'y étais pas. Mais ouais, la société ukrainienne a extrêmement bien résisté et c'est bien organisé. C'est ce qu'on découvre et on le découvrira sûrement dans les prochains mois, prochaines années, plein d'histoires qui se sont produites, qui ont montré une belle résistance. Et quelque part, ce pays est devenu encore plus beau, même avec cette horreur. C'est les paradoxes de la guerre, hein, des drames. Enfin, certaines villes ont été complètement ravagées par la guerre. On ne sait même pas si ça sera possible de retourner y habiter. Voilà, avec la quantité de morts, de blessés, également de tortures qui commencent à être rapportées maintenant par les organisations. Oui. De toute façon, même ceux qui ne vivaient pas là, tout un chacun est complètement, sa vie est complètement bouleversée en Ukraine. Hein. Du côté européen, on a quelques difficultés à s'approvisionner en gaz. Le prix de l'énergie devient plus cher. Certains économistes disent qu'une partie de l'inflation qu'on connaît actuellement est liée à cette guerre. Mais finalement, effectivement, ce sont des conséquences qu'on a nous aussi, mais qui sont assez dérisoires par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc, est-ce qu'on peut envoyer un message aux Français, par exemple, qui vont payer plus cher leur gaz ou leur électricité? Je crois que la réponse est dans ta question. Tu l'as bien formulée. Ils sont au moment de leur histoire le plus cruel, le plus dur. Il semble qu'en France, pas notre génération, mais d'autres ont connu des moments très très durs et on a besoin d'aide dans ces cas-là, évidemment. Et c'est bien plus important que notre confort, ouais. On le sait tous là maintenant. En tout cas, j'espère. Il faut qu'on le sache et il faut qu'on s'en rappelle, ouais. On risque... Il faut être derrière eux, là. Il faut les aider. C'est une guerre qu'il ne faut pas perdre. Elle est trop dangereuse, les conséquences sont trop dangereuses. Et puis, je veux dire, ils font une guerre qui nous sauve quelque part de futures d'autres guerres, en fait. Hein. Ce dictateur, on l'a laissé... on a cru qu'il était meilleur que ce qu'il était, ce qu'il est réellement. Mais pourtant, on a eu quand même des indices, si on y réfléchit maintenant. Enfin, les deux guerres de Tchétchénie étaient complètement horribles. En tout cas, la deuxième, de ce que je crois, parce que en Géorgie, j'y suis allé, on voit bien les soldats russes qui sont à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, et des zones complètement fermées. Le pays s'est vu amputé de territoires immenses.
en Moldavie, entre Saint-Cy ou ailleurs. Enfin, la méthode est toujours la même. Et je veux dire, ça a coûté tellement cher en vie humaine, en tristesse, en familles qui ont perdu leurs proches, leurs parents, ou ça doit s'arrêter. Il faut qu'on reparte dans 1 an, dans 2 ans, avec un nouveau projet de paix réel cette fois-ci qui tiendra. Donc la guerre, elle est actuelle et elle est nécessaire. On ne sait pas si ça va arriver, on ne sait pas dans combien de temps. On est plongé comme ça dans une incertitude et les conséquences dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'on peut dire, bon voilà, l'augmentation du prix de l'énergie, on peut dire que c'est une façon pour nous d'être solidaires avec ce peuple, même si c'est involontairement notre C'est plutôt des armes qu'il faut envoyer, je crois. Ouais. C'est le minimum syndical, c'est juste ne pas... Alors des armes sont envoyées. Ne pas se plaindre, bien sûr. Ok, bon, ça peut coûter, ça peut être un peu difficile, mais quand c'est rien face à un missile qui détruit nos maisons ou nos familles. Merci, bah écoute, je pense que ton message est entendu. Merci Stéphane. Merci, Raph. Voilà. Ça va? Oui, toi? Ça va. C'est un peu plus court que d'habitude, je crois. Ouais. Mais peut-être un peu plus lourd. Je sais pas. En termes de charge émotionnelle. Ouais, c'est sûr. C'est pas terminé. En fait, on parle d'un moment où... On est en plein dedans. Qu'est-ce qui se passera dans les prochaines semaines? T'es content d'avoir pu dire ce que tu voulais dire ou... Ouais. Bah, c'est rien du tout, mais... Ouais.